cette rencontre proposée à la fois par Cyrano Éducation et l'ANRAT. Pour cette rencontre Montée Molière aujourd'hui, nous vous proposons un regard, celui de Léo Cohen-Paperman, qui est parmi nous ce matin, metteur en scène de plus de 20 spectacles, auteur aussi. Il a développé en particulier un cycle sur les présidents de la Ve République. Je pense à 3 spectacles, Vie et mort de Jacques Chirac, Génération Mitterrand, ou encore Le dîner chez les Français de Valéry Giscard d'Estaing. Il est aussi auteur de nombreuses adaptations de Michel Houellebecq, Dostoïevski, Andersen, Daudet. Mais aussi, il a monté, mis en scène un certain nombre de grands textes classiques, Shakespeare, Büchner, Claudel, etc. Et donc Molière. En 2021, avec le nouveau théâtre populaire de La Fontaine-Guérin, vous avez créé au Festival d'Avignon un cycle intitulé Le ciel, la nuit, la fête, à savoir Tartuffe, Don Juan et Psyché. Vous, personnellement, avez mis en scène le Tartuffe et vous étiez interprète dans Don Juan et Psyché. C'est pour cette raison que nous nous convions à cette rencontre. Tartuffe, de fait, n'a cessé de tourner depuis 2021. Vous êtes ce week-end à Bruxelles avec ce spectacle et vous poursuivrez cette tournée encore en 24-25 avec des dates d'ores et déjà annoncées à Aubervilliers et à Caen. Je vais ouvrir simplement avec la première question posée à Léo. C'est une question à la fois très générale et très concrète. Pourquoi et comment monter Molière aujourd'hui? En quoi Molière nous parle-t-il toujours? Bonjour à tout le monde, merci pour cet échange. Je vais essayer de répondre de manière concise à chaque fois parce qu'on n'a pas tant de temps que ça. Mais oui, pourquoi et comment monter Molière aujourd'hui? Quel sens cela a-t-il? Je dirais qu'il y a, et c'est un peu le sens de la discussion qu'on va avoir, moi je vais pouvoir porter témoignage de mon expérience sur Molière et peut-être plus généralement sur la mise en scène de textes classiques. Mais évidemment, d'autres artistes auraient d'autres réponses et elles seraient probablement tout aussi valables. Nous, on a voulu monter, je dis nous parce que donc le Nouveau Théâtre Populaire a la particularité d'être un collectif avec des metteurs en scène différents. Là donc, voilà, c'est moi qui montais Tartuffe, mais c'était Émilien Diardotov qui montait Don Juan et Julien Romelard Psyché. On a voulu monter ces 3 pièces-là, Tartuffe, Don Juan et Psyché, parce qu'il nous semblait que le XVIIe siècle de Molière ressemblait un petit peu au nôtre. Dit comme ça peut paraître rapide et incompréhensible, mais en fait, au XVIIe siècle, les gens étaient extrêmement angoissés de la fin des temps. Il y avait l'idée que le monde ça allait être bientôt l'apocalypse, que le monde allait s'effondrer et qu'on allait peut-être recevoir un châtiment divin. Et donc, ça nous a interpellés parce qu'on s'est dit qu'aujourd'hui, on pouvait avoir ce sentiment d'apocalypse-là de manière différente. Ça peut être religieux, ça peut ne pas être religieux, ça peut être sur des questions écologiques aussi, mais il nous a semblé que c'était 2 siècles qui se rapprochaient. Et c'est essentiellement pour cette raison-là. Et donc, on l'a monté en 3 parties. La première, c'est Tartuffe, le ciel. Le spectacle s'appelle Le ciel, la nuit et la fête. Donc, Tartuffe, c'est le ciel. Ça raconte, au-delà de Tartuffe, ça représente une société. C'est en costume d'époque, c'est en alexandrin, c'est sévère. Tous les costumes sont en noir, c'est très sombre. Les corps sont un peu malades. Les gens sont très. Voilà, c'est des gens très. C'est une comédie, mais c'est des gens très, très malades, très névrosés qui sont là. Il y a une forme très contraignante pour les acteurs et les actrices. Donc ça, c'est la représentation du ciel. C'est le moment où la société craint le ciel. Ensuite, on a Don Juan, qui est lui en prose et qui raconte l'histoire d'un homme qui s'est libéré de toutes les contraintes religieuses, de la religion comme instrument de contrôle social. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui dit, moi, je m'en fous de vos commandements, c'est pas mon problème. Je peux coucher avec qui je veux, je peux mentir à qui je veux, je peux finalement faire des encoches à l'ordre moral, je peux faire celle que je veux. Et tout à coup, on passe en costume contemporain, on est en prose, le rapport au public a complètement changé, les codes de la représentation ont explosé. Donc c'est la nuit, c'est le moment où le ciel a disparu, j'ai envie de dire, où Dieu fait silence, il n'est plus là. Et ensuite, et c'est très sombre, c'est très désespéré, c'est une liberté mais très désespérée. Et ensuite, on finit avec La Fête, c'est Psyché, qui est une comédie-ballet de Molière et Lully, qu'on a réécrit comme une comédie musicale, enfin, que Julien Romelard, le metteur en scène, a réécrit comme une comédie musicale. Et là, il s'agit de dire que il y a une possibilité de réconciliation entre les hommes et les dieux par la fête et la musique.
Donc c'est une manière de dire on passe par trois rapports au ciel différents, trois rapports à ce qui nous dépasse différents. Et donc pour répondre à la question, pour nous, ça avait ce sens-là. Mais par exemple, quelqu'un qui va monter Don Juan dans les années 70, je prends un exemple comme ça au hasard, il va pouvoir se dire ah bah c'est génial, je vais faire de Don Juan un héros qui parle de la liberté sexuelle parce que c'est l'époque qui est comme ça. Nous aujourd'hui, quand on monte Don Juan, on va plutôt se poser des questions de de consentement, de rapport entre les hommes et les femmes, enfin voilà, des questions féministes. Forcément, c'est un peu plus quelle que soit notre manière d'y répondre d'ailleurs, c'est un peu plus ça les questions de l'époque. Donc en fait, je pense que ce qui est passionnant avec le fait de monter un auteur du passé, que ce soit Molière ou Shakespeare ou un autre, c'est que ça nous permet de réinterpréter. C'est la rencontre de deux époques. Ça nous permet de réinterpréter des mots qui, eux, restent géniaux parce que leur pensée est géniale, parce que leur intuition artistique est géniale. Et ces mots-là rencontrent une autre réalité, d'autres corps, une autre époque. Et c'est ça le sens pour moi de monter Molière aujourd'hui, c'est faire se rencontrer deux temps et de voir où est-ce que ces deux temps se rencontrent, ces deux époques se rencontrent, et voir les endroits où ces époques ne se ressemblent plus du tout. Ou à certains égards, quelqu'un du XVIIe siècle, pour nous, il est encore plus différent que quelqu'un qui vit à l'autre bout du monde. Voilà. En quoi les choix de mise en scène, d'après vous, peuvent, rendre Molière, accessible? Donc là, on a bien vu la question, par exemple, autour de Don Juan. Mais, je dirais aussi la question de le problème de la langue, hein. La langue de Molière n'est peut-être pas la plus simple, et donc voilà, vous, en ayant traversé aussi bien en tant que metteur en scène qu'interprète, cette langue, est-ce que vous pouvez nous parler de ce rapport à la langue et sur comment finalement le passage au plateau peut éclairer la langue de Molière? Je dirais trois idées différentes. La première, c'est que d'abord, effectivement, la langue de Molière en alexandrin, elle est très compliquée. Je suis d'accord. En prose, c'est un peu moins le cas. Mais nous, on a fait prose, alexandrin et réécriture. Euh, pour ce qui est de l'alexandrin, en fait, plus on respecte la contrainte alexandrinique, c'est-à-dire plus ça fait 12, enfin, c'est ce que je pense, plus ça fait 12, plus le spectateur peut entendre l'alexandrin, plus on comprend qu'en fait, l'alexandrin, quand on le dit avec le désir justement de clarifier les situations, parce que qu'est-ce que c'est une pièce de théâtre? C'est souvent sur deux personnages qui se rencontrent dans une pièce ou trois et qui déroulent une situation de jeu. Je l'aime, mais elle comprend pas que je l'aime. Je l'aime, mais je dois pas lui dire, etc. Enfin, voilà, c'est une situation basique de théâtre. Et nous, on essaye de, bah voilà, on étudie, on travaille le texte et on essaye de travailler dans la perspective justement de transmettre la clarté de cette situation-là à quelqu'un d'aujourd'hui et c'est très important pour nous. La question qu'on se pose le plus en répétition, c'est pas est-ce que c'est beau, c'est est-ce que c'est clair? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas lu la pièce, quelqu'un qui connaît rien à Molière, quelqu'un peut-être même moi il y a des gens qui sont venus voir Tartuffe qui parlent pas français et ils ont quand même je crois que quelque chose leur est parvenu parce que on arrive sur scène armé du désir de clarifier des situations. On a un devoir de clarification, nous, en tant qu'artistes de théâtre, parce que on doit justement, un de nos devoirs, on doit faire de la création contemporaine, bien sûr, mais on doit aussi transmettre les textes d'hier aux gens d'aujourd'hui. C'est une mission qui nous apparaît au Nouveau Théâtre Populaire comme absolument fondamentale. Donc ça, c'est une première partie de la réponse. Donc, pour être clair, bizarrement, il faut respecter la langue. Plus on respecte la langue de Molière, enfin c'est notre intuition, plus on, on peut transmettre quelque chose de la magie de cette langue et en même temps de sa grande clarté, même si elle est étrange, même si elle semble étrange aux spectateurs parfois d'aujourd'hui. Et la dernière chose, c'est que bah, pour Psyché, on a complètement changé le braquet. Julien Romelard a carrément réécrit des passages, mais c'est aussi parce que Psyché, il faut comprendre, aujourd'hui c'est une pièce pas très connue, mais à l'époque c'était le grand succès de Molière, c'était le blockbuster absolu, le roi avait joué dedans, c'est complètement dément. Euh, et euh, il a voulu justement retrouver par la réécriture ce côté presque facile, immédiat, populaire de la comédie musicale. Et donc là, à cet endroit-là, c'est en contradiction complète avec ce que je viens de vous dire, mais c'est ce qu'on aime aussi. Et ben là, on réécrit tout pour dire
on a besoin d'une grande fête populaire immédiate où on danse, où le public fait la fête avec nous, et voilà. Et voilà, c'est trois idées différentes sur comment aborder cette langue qui a 4 siècles, quoi, finalement. Là, on retrouve en effet la préoccupation première qui est la vôtre, c'est, parce que je rappelle que vous faites un festival chaque été à la Fontaine-Guérin, donc ce petit village de 1 000 habitants et quelques, si je ne m'abuse. Et c'est cette idée de s'inscrire dans une démarche de théâtre populaire, heu, voilà, donc que vous venez d'illustrer. Mais, peut-être, être encore plus concret, sur cette question de comment la langue s'éclaire par le jeu. Comment la langue s'éclaire par la mise en situation, j'allais dire. C'est sans doute peut-être quelque chose qui est intéressant à développer sur, le fait que, parfois pour aborder Molière, rien de tel que de tenter le passage, j'allais dire, au plateau ou en tout cas en jeu. Oui, parce que c'est là où on passe du discours à, comment dire, les personnages de Molière, et c'est génial parce qu'ils ont quand même tous un peu enfin, c'est des êtres qui arrivent sur scène, qui ont des désirs, qui ont des envies, et que c'est ça que ça nous permet de comprendre. Ça nous permet de comprendre que quand Tartuffe dit ah, pour être dévot, je n'en suis pas moins homme, il dit ça et il a un désir fou pour Elmire en le disant. Moi, je crois que si on comprend pas les désirs qui meuvent les personnages, les affects, heu, forcément, on reste au niveau du discours, on reste au niveau de l'idée. Alors que si on y ajoute une situation, déjà, ça nous permet de comprendre quelque chose de fondamental sur la nature humaine, qui est que, et ça c'est important, je pense que tous les discours politiques, ils sont aussi mus par des désirs. Il y a Nietzsche, le grand philosophe, disait la morale est le langage figuré des passions. Et ben c'est ça. C'est-à-dire que Tartuffe, il a un grand discours religieux, mais c'est intéressant de croiser ce grand discours religieux avec le désir fou qu'il a pour Elmire, par exemple. Donc, c'est de toujours, j'ai envie de dire, quand on met en scène, on essaye toujours de, de conférer à un discours, de donner à un discours la force physique, la force d'affect, la force du corps, du désir, du désespoir, voilà ce qu'on veut, mais on essaie de créer une histoire en plus du discours. On essaie de comprendre pourquoi le personnage dit ça, quelle est sa motivation, quel est son objectif au moment de rentrer en scène, en fait. Et pour ça, il y a évidemment l'étude du texte qui est fondamentale, et en même temps, il faut arriver à se mettre à leur place. Et c'est là où on amène une lecture plus personnelle en se disant, moi par exemple, je sais que j'étais obsédé par l'idée que Tartuffe devait être quelqu'un de. Enfin, Tartuffe, je trouve le personnage devenait bouleversant à partir du moment où c'était un type assez laid, assez moche. On pouvait se dire, mais j'avais envie qu'on ait pitié de cet homme, voilà, qu'on l'aime en fait, qu'on aime le méchant. Et donc à partir de là, on a travaillé dans ce sens-là. Ça, c'est le metteur en scène. Ensuite, l'acteur, il vient avec une proposition. Là, en l'occurrence, c'était de le recroqueviller sur un fauteuil roulant. Puis ensuite, on s'est dit, ah, mais c'est une manière de faire exprès, de faire pitié, et donc il va se lever de ce fauteuil roulant à un moment donné, on va s'apercevoir que tout ça est complètement bidon. Euh, voilà, en tout cas, ajouter du corps, ajouter du désir permet d'aller au-delà du papier, quoi, j'ai envie de dire. Et ça, c'est mystérieux parce que c'est à la fois respecter pleinement le texte, parce que je pense que le texte nous donne des indications sur les situations, et en même temps, il faut arriver à en rajouter un peu de soi, rajouter un peu de notre compréhension contemporaine à ça. Je trouve, hein, c'est un mélange assez. Parce que il ne faut pas non plus plaquer des trucs qui n'existent pas, parce que sinon, je pense qu'on fait des contresens, ça peut arriver. Mais par exemple, ça peut être intéressant quand vous commencez une scène de dire, bah, tiens, si il est ivre, par exemple, si cette scène, le personnage est complètement ivre, s'il a très froid, enfin, voilà, de voir comment est-ce qu'on peut déjà ajouter une dimension physique du corps, qu'est-ce que ça vient ajouter à cette scène discursive. C'est une manière de donner chair et de donner corps à de la littérature. Le lycée Simone de Beauvoir me pose une question via le chat, mais voilà, vous avez commencé à y répondre. Comment Molière parvient-il à intégrer la dimension spectacle dans ses comédies et comment cela est-il interprété par le metteur en scène? Juste au préalable, moi, ça me fait penser à cette fameuse préface des Précieuses ridicules, hein, quand Molière publie les Précieuses ridicules, qu'il publie au départ parce qu'il y a une première édition pirate qui est sortie.
Il rappelle que lui, au départ, il pense que justement son texte ne prend son sens, et le succès de son texte, c'est d'abord le succès du plateau. C'est-à-dire, enfin, lui, au départ, il n'avait pas prévu de publier ce texte. Molière nous aide beaucoup parce que par rapport à Corneille ou Racine, pour prendre les trois grands du XVIIe siècle, c'est vraiment le chef de troupe. Donc c'est un acteur en fait. Je pense que c'est, moi, à mon avis, Molière, c'est même un plus grand. C'est bizarre ce que je veux dire, mais ces textes nous sont parvenus aussi parce que c'est un très grand acteur. Je crois vraiment à ça. Et donc, ce caractère situationnel dont je parlais, il en sème beaucoup de graines dans ses pièces. Donc, enfin, si on regarde attentivement, il y a beaucoup d'indications scéniques, en fait, contenues dans le texte. Parfois, elles passent par en dessous et on comprend que, euh, comment dire, tout ça est écrit pour des gens particuliers, les actrices et les acteurs de sa troupe, et pour une scénographie particulière aussi. Et donc, à partir du moment où on arrive à décrypter ces règles qui sont sous-jacentes, je respecte, mais si on se penche vraiment sur les textes, on peut arriver à comprendre que bah, quand il dit, quand Tartuffe dit, enfin quand Elmire dit à Tartuffe, attendez, ouvrez la porte pour voir s'il n'y a personne pour nous regarder, le coup de la table dans Tartuffe, voilà, ces choses, c'est des petits éléments qui nous restent qui recouvrait sûrement une réalité scénique hein, du théâtre du XVIIe qui n'est pas du tout la même aujourd'hui, mais on peut s'en servir comme indice, nous, pour inventer notre théâtre à partir de ce texte-là. Mais par contre, il faut, enfin c'est mon avis, prendre en compte ces indications de Molière. Après, on en fait ce qu'on veut, mais il faut les prendre en compte. Il faut dire, ah ben là, il nous reste, là, c'est sûr qu'ils avaient besoin de ça pour jouer la pièce. Ils avaient besoin d'une table, ils avaient besoin de la porte, ils avaient besoin de faire se croiser étrangement ces deux personnages à ce moment-là qui se disent rien. Parfois, dans Tartuffe, on a observé ça, il y a beaucoup de croisements de personnages qui se disent pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on peut inventer à partir de ça, à partir de cette contrainte-là qu'est-ce que ça nous raconte Et en fait, on est un peu comme des enquêteurs. Quand on monte un vieux texte du XVIIe, à essayer de retrouver, parce qu'il n'y a pas vraiment de didascalie, il y en a très peu dans les textes de Molière, mais le texte nous donne des indices et moi, j'adore ça, c'est-à-dire on est des chercheurs de traces, on doit comprendre ces indices et les interpréter. Et il y a 1000 réponses possibles, mais c'est toujours en partant du texte qu'on peut trouver des indices de mise en scène et de situation. Bonjour, dans le domaine de l'éducation, souvent les élèves ont un regard théorique, très discursif, et on n'a pas trop de temps pour changer cette vision du théâtre que ne tient pas en compte le but principal, à savoir le mettre en scène. Comment peut-on travailler avec les élèves pour passer à la dimension scénique des classiques? Je dirais que la première chose, c'est de consacrer un vrai temps à ça. C'est long, hein, pour nous, c'est très compliqué. Je veux dire, quand on lit une pièce, de la transformer en chair, euh, c'est pas simple. Je dirais que la première chose, c'est simplement faire de l'expérience, peut-être sur une journée entière, sur une matinée, d'explorer une pièce, de la mettre dans l'espace, très simplement. Et comme je disais, d'essayer d'ajouter à un discours, de se poser la question du pourquoi. Pourquoi en un seul mot et pourquoi en deux mots. C'est-à-dire, pour plus loin quoi, Tartuffe, je prends l'exemple de Tartuffe parce que je connais mieux, mais euh, pour plus loin quoi dit-il ça à Elmire? Pourquoi lui fait-il cette déclaration d'amour magnifique? Euh, et ben, à partir du moment où on a posé cette question, c'est là où on entre dans le domaine de l'interprétation. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, il fait ça parce qu'il a envie juste de coucher avec elle. Il y a des gens qui vont dire, ah, il dit ça parce qu'il est fou amoureux d'elle. Il y a des gens qui vont, etc., etc., etc. Et toutes ces réponses, au fond, elles sont, on peut les accepter, on peut les explorer au plateau. Et donc, à chaque fois, c'est intéressant de poser telle hypothèse. Par exemple, il dit ça, ça peut être un exercice, par exemple, intéressant. On prend la tirade de Tartuffe, on dit, bah voilà, trouvons une motivation à cette tirade. Et ça change quelque chose dans le jeu. Cette motivation, ça peut être, comme je disais, sexuel, amoureux, ça peut être vraiment religieux, ça peut être qu'il a très froid, je dis n'importe quoi, ça peut être qu'il a très envie d'aller pisser, enfin, n'importe quoi, mais trouver quelque chose qui ajoute au mot encore une autre histoire qui est celle d'un personnage qui a des affects, qui a des... Voilà. Ça peut être, c'est un exercice tout simple, mais je pense qu'il peut être assez riche, assez intéressant, parce que ça fait sortir simplement effectivement, du caractère
euh, simplement discursif. Parce que par contre, c'est un théâtre, je pense qu'il n'a aucun intérêt si c'est juste discursif, ça c'est sûr. Il faut que les personnages arrivent avec des. Tu vois, de se dire par exemple que quand Tartuffe il entre la première fois, il a très peur d'être démasqué. Ça peut être une idée, par exemple, d'une entrée. Et donc, il doit en faire des caisses pour montrer il est dévot. Euh, vous voyez, il y a plein de. En fait, c'est lancer des hypothèses de situation. Donc quel corps, quelle situation, quel est son état, quelle est sa motivation au moment d'entrer, et essayer. Et se dire que c'est pas du tout grave si ça marche pas. Nous, on fait plein d'essais qui plantent, hein. Mais je pense que c'est assez riche et très amusant aussi d'essayer, de se dire, voilà, d'ajouter une histoire à l'histoire, en fait. Mais comment dire, cette histoire qu'on ajoute à l'histoire, on peut l'ajouter parce qu'on a bien lu le texte. On n'ajoute pas gratuitement un truc. Pas dire que, enfin, ça peut être marrant, mais je ne vais pas forcément dire que Tartuffe entre drogué, par exemple. Ça n'aurait aucun sens, je pense. Mais par contre, on peut trouver vous voyez ce que je veux dire, des éléments situationnels qui permettent d'amener du corps, d'amener du ludique aussi pour l'interprète, d'amener, voilà, de rajouter quelque chose au discours. Et ça, c'est le travail de l'interprète de proposer ça et du metteur en scène aussi de proposer ça, de discuter avec l'interprète et de se mettre d'accord sur une situation de départ. Moi, je pense que ça peut être un exercice intéressant. Vous prenez un court extrait de texte et vous essayez ou une courte scène et vous essayez d'ajouter des éléments de situation. Voilà. Parce que ça permet aussi de développer un imaginaire propre à la mise en scène, propre au travail que vous allez effectuer, qui n'appartiendra qu'à vous. On a commencé tout à l'heure à évoquer le cas un peu singulier de Psyché, et comme vous avez suivi justement les trois, hein, que ce soit Tartuffe en tant que metteur en scène ou Don Juan et Psyché en tant que comédien, euh, sur la question de dans quelle mesure les libertés qu'on s'accorde par rapport au texte, enfin, vous les concevez jusqu'à quel point? Donc jusqu'à Psyché, il y a clairement des passages qui ont été réécrits. Mais voilà, pour avoir traversé cette expérience-là, quel bilan vous en faites par rapport à la possibilité de prendre des libertés par rapport au texte même? On est un grand pays de littérature. Et je dis ça parce que moi, j'ai été en Allemagne voir pas mal de pièces de théâtre où ils n'ont pas du tout le même rapport à l'objet littéraire, à la pièce. Ils peuvent casser les pièces en 12, ils s'en foutent complètement. Mais parce que c'est un pays de philosophie plutôt, donc ils aiment l'analyse, la déconstruction. Enfin, je caricature un peu, mais c'est vrai. C'est qu'il y a, nous, on a le théâtre français, il est profondément issu de la littérature. Donc, c'est très. Voilà, c'est très troublant pour nous de réécrire. Il faut se dire, enfin, moi je pense qu'on peut, comment dire, on peut tout faire à condition d'avoir travaillé la source énormément. Pourquoi on peut tout faire? Parce que eux-mêmes, au XVIIe, ils ne faisaient, et Shakespeare et Molière, ils se faisaient que réécrire en fait, au fond. Ils faisaient que réécrire à partir de sources déjà existantes. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite. On va dire, si avec sincérité, on va se dire, voilà, c'était quoi le projet de Molière et comment je peux trouver une traduction contemporaine. Si on en éprouve la nécessité, se poser la question, comme l'a fait Julien Romelard, de se dire, bah voilà, c'était un des plus grands succès de l'époque. Aujourd'hui, c'est une pièce qui est quasiment oubliée, hein, plus personne l'étudie. Pourquoi? Et dans ce pourquoi-là, il y a la réécriture de Psyché. Il y a l'idée que au fond, on va en faire une comédie musicale en réécrivant nous-mêmes les chansons à partir de tubes d'aujourd'hui, pour que ce soit la fête, que les gens ils chantent avec nous, qu'ils aient envie de danser, et parce qu'on on pense que c'est ce qu'il y a de plus fidèle en fait au psyché de Molière, précisément. Parfois, les Italiens, ils ont un joli mot pour parler de la traduction. Ils disent traduttore traditore, c'est-à-dire traducteur traître. Et ben parfois, pour traduire une idée, pour bien interpréter, il faut trahir les mots étrangement. Mais je pense que c'est vrai si et seulement si on a, comment dire, on s'est vraiment plongé, plus on va aller loin, si on s'est vraiment plongé dans la source. Voilà. Pour aller loin, pour s'éloigner, il faut vraiment bien connaître. C'est ce que je crois euh, profondément. Voilà. Sur cette question
de trahir, ou en tout cas, il y avait une dimension dans votre projet Le ciel, la nuit, la fête. En fait, il y avait 4 spectacles, parce qu'il y en a un dont on n'a pas encore parlé, mais peut-être ça peut être intéressant de l'évoquer. C'est la question, Radio Molière. Est-ce que vous pouvez revenir sur, pourquoi rajouter cet élément-là de la Radio Molière? Enfin, qu'est-ce que ça vous permettait d'aborder au-delà des 3 textes? La radio Molière, donc c'est Radio Grand Siècle, en fait, Oui. c'est Frédéric Gessua qui a conçu ce concept. C'est entre avant et après les spectacles, donc on avait 7 heures de spectacle et on n'avait pas vraiment d'entracte, on jouait pendant les entractes et on jouait donc une radio. C'est-à-dire qu'on était concrètement assis à une table avec des micros à la vue du public, dans le hall des théâtres souvent, et défiler des personnages à la radio tels que Mazarin, tels que Monsieur le frère du roi, l'homme au masque de fer, enfin des figures du XVIIe siècle. Et on a voulu mettre en onde le XVIIe siècle. On a imaginé des pubs pour des corsets, pour des selles de bain, voilà, euh, pour du jus de réglisse, parce qu'il en parle dans Tartuffe. Enfin, voilà. On a voulu vraiment, comment dire, faire entendre au public, en plus des textes de Molière, tout le travail d'une certaine manière de préparation et toute cette plongée dans la pensée du XVIIe siècle qui a été la nôtre. En fait, on voulait immerger le public dans notre bain XVIIe Molière. On s'est dit que ce serait plus réjouissant pour les gens que Molière ne s'arrête pas, même entre les spectacles. Et qu'il y ait toujours cette idée aussi que la troupe les accompagne pendant 7 heures, qu'on ne cesse pas de jouer. Il y a un truc assez fou, je pense, à la fin, quand on a passé 7 heures de spectacle avec des gens qui n'ont pas arrêté pendant 7 heures, on voit des interprètes qui sont un peu à la limite de leur capacité physique. Et je pense que ça crée une communion assez importante avec le public. Euh, mais c'est aussi parce que ça permet justement aux gens d'entrer, faire une interview de Mazarin aujourd'hui, c'est très intéressant parce que ça permet par exemple d'entrer dans les logiques politiques et historiques du XVIIe siècle et de se dire waouh, ah oui, en fait la France était en état de guerre assez permanent. En fait, le pouvoir avait tel rapport aux artistes. Enfin voilà, ça permet comment dire, de faire sentir ça aux spectateurs, qu'on entre dans un monde qui n'est pas tout à fait le nôtre et qu'on essaye de le rapprocher du nôtre par la radio et par le théâtre. Le lycée Simone de Beauvoir, donc, vous avez évoqué la comédie musicale pour Siché. Jusqu'où peut-on dévoyer les chorégraphies et la partition initiale? N'est-ce pas trop de liberté que de vouloir porter l'attention au spectaculaire? C'est une vraie question. Moi, comme je disais, j'y réponds en disant que effectivement, ça peut être un grand danger, un grand risque de faire complètement n'importe quoi et de trahir une œuvre. Je comprends qu'on puisse avoir cette peur, mais je dois dire, je le dis d'autant plus tranquillement que c'est pas moi qui ai mis en scène, que je trouve que le travail qu'a fait Julien, c'est pas ça, c'est justement de retrouver le cœur de l'esprit du spectacle. Et pour qu'on comprenne ça, enfin, si vous voulez, aujourd'hui, moi, quelqu'un qui fait une danse baroque du 17e avec en disant exactement le poème, et je me dis, ah, ça peut être très beau, ça peut être très étrange même sûrement peut-être, mais c'est pas la grande fête populaire. C'est pas la, c'est pas le blockbuster que c'était à l'époque. C'est pour ça que je trouve que c'est justifié. C'est pour transmettre aux spectateurs le peut-être une partie de ce qu'on pense être l'émotion qui a traversé les spectateurs de l'époque. Et pour ça, il a fallu s'éloigner du texte original. C'est très étrange. Mais ce qui est intéressant dans le projet du Nouveau Théâtre Populaire, c'est que grâce à la diversité des metteurs en scène, comme il y a 3 spectacles, et ben, Tartuffe, on reste au mot près la pièce de Molière. Et on est en alexandrin, et ça fait tout le temps 12. Et c'est assez, voilà, et c'est dans la forme très stricte. Don Juan, on reste dans la langue de Molière, même si cette langue nous donne un peu plus de liberté parce que c'est de la prose. Mais donc, on a un peu plus de liberté. Et Psyché, on a beaucoup de liberté. Donc, vous voyez, c'est aussi que ça s'inscrit dans un trajet global, qui est celui du spectacle. Si quelqu'un faisait Psyché tout seul, je pense qu'il faudrait soit être très très fidèle à l'œuvre, soit s'en éloigner encore plus que ce qu'on a fait nous, pour que ça existe par soi-même. Euh, voilà. En tout cas, pour répondre à la question, ouais, je comprends totalement le risque, mais en même temps,
je pense que là, il était nécessaire, absolument nécessaire pour transformer ça en spectacle et pas seulement en hommage historique à une pièce de Molière qui a eu du succès à l'époque, quoi. Euh, c'est ça le. Parce que vraiment, quand on regarde, je trouve le texte original, il y a des passages qui sont restés, qu'on a gardés d'ailleurs, hein, il y a des scènes qu'on a gardées totalement en entier, mais il y a plein de passages où on se dit, ah oui, je comprends ce qu'il a voulu dire, mais c'est quand même difficile c'est un peu intellectuel, entre guillemets. C'est un peu, ça, c'est un peu vieux dans le mauvais sens du terme. Tout n'a pas passé le siècle, quoi. C'est aussi la loi, hein, de ce genre de choses. Vous savez, Molière n'est pas l'auteur du 17e, contrairement à ce qu'on dit souvent. Je trouve que c'est loin d'être l'auteur du 17e le plus simple. Enfin, comment dire, déjà Racine, qui est un tout petit peu plus jeune, je trouve que la langue est 1000 fois plus simple en fait à comprendre. Donc parfois ça peut aider de c'est pas de tricher, mais c'est comme je disais, c'est d'avoir un vrai projet contemporain à partir d'une œuvre classique. Enfin, Pendant le séminaire 2021 de l'ANRAT à Avignon, on avait fait intervenir justement, dans l'optique de travailler sur votre proposition Le ciel, la nuit, la fête, on avait fait intervenir Georges Forestier et qui avait rappelé combien Psyché était une sorte de super méga production, quoi. Enfin, que c'était complètement délirant d'un point de vue budget. C'est-à-dire, c'était d'abord du très très grand spectacle. ouais. Euh, avec un budget, enfin aujourd'hui, si on essayait de chercher l'équivalent, ça serait des dizaines de millions d'euros. Enfin, c'était complètement hallucinant. Et en disant aussi que du coup, finalement, la priorité, c'était peut-être pas tant le texte par rapport Oui, oui, c'était à- l'œuvre totale c'est ça. spectaculaire. Comme je Ouais. disais, le roi a dansé dedans. Enfin, c'était les costumes, c'était les effets pyrotechniques, c'était parce qu'ils avaient un savoir-faire en machinerie complètement fou en fait pour l'époque. Quand Mm. on y pense, on se dit que enfin, ça semble hallucinant sans force électrique, quoi, ce qu'ils pouvaient faire. Mais ils faisaient sortir des trucs de fontaines, de bassins. Enfin, c'était complètement fou, quoi. En amont d'aujourd'hui, il y avait une question qui était posée aussi, que je vais reprendre. Euh, pour un metteur en scène, Molière permet-il d'aborder des questions d'actualité comme la misogynie, l'hypocrisie, le rôle des puissants? Molière ne permet-il pas, pour un metteur en scène, de transmettre une vérité humaine qui dépasse d'une certaine manière les enjeux d'une société et d'une époque? Bah, c'est au cœur du travail, c'est-à-dire, c'est la grande question. Moi, je n'ai toujours pas de réponse. Comme vous disiez, j'écris un cycle sur les présidents de la Ve République, donc je me pose beaucoup de questions politiques au moment de faire du théâtre, mais comment dire, il y a deux choses. Je vais prendre l'exemple de Don Juan encore une fois parce que c'est le plus parlant, je trouve, là. Don Juan opposé à Tartuffe, parce que dans votre question, il y a plusieurs choses. Parce qu'effectivement, l'hypocrisie, le rôle des puissants, pour moi, c'est évident, c'est pas des questions d'actualité, c'est plus un questionnement de la nature humaine. C'est des questionnements qu'on retrouve de Pascal à Nietzsche à Héraclite. Enfin, voilà. C'est des choses. En gros, il y a d'un côté, je vais caricaturer les questions. On fait du théâtre pour se dire qu'est-ce que l'homme, et, euh, et, euh, ou alors on fait du théâtre pour parler de questions politiques contemporaines, etc. Comme je disais, c'est là où entre en jeu le metteur en scène, l'interprète, l'interprétation. C'est-à-dire, vous faites Don Juan, vous montez quel sens ça a de monter Don Juan aujourd'hui? Et à ça, on peut apporter plusieurs réponses. On peut se dire, ça permet comment dire, de faire résonner directement une actualité, parce que Don Juan, c'est un homme qui peut forcer des femmes à faire l'amour avec lui, ou c'est un homme qui peut, euh, comment dire, ne pas du tout respecter ni les hommes, ni les femmes, d'ailleurs, ni personne, ni Dieu, ni la famille, ni voilà. Et donc ça vient résonner par rapport à des sujets contemporains comme MeToo, comme plus globalement, je pense, la question de l'individualisme aujourd'hui, enfin, de savoir est-ce qu'une société peut être une société de confiance ou simplement une société individualiste. Et ça a forcément une résonance. Après, on peut se dire aussi que comme cette résonance, elle existe, on n'a pas besoin de la forcer. Moi, c'est le choix que j'ai fait dans Tartuffe. Je me suis dit, bah, forcément, ça va parler aux gens de questions religieuses d'aujourd'hui, de comment on peut être, comment dire, gouroutisé par quelqu'un, comment un homme peut être gouroutisé par quelqu'un. Et donc, ça va nous parler de l'emprise, ça va nous parler peut-être de la religion, peut-être des sectes, ça va nous parler
de ces choses-là, mais j'ai pas du tout voulu forcer le trait et je me suis dit non, au contraire, on va rester dans le XVIIe siècle et quelque chose de l'actualité de Molière parviendra au spectateur, mais c'est au spectateur de faire le boulot. Ça. Et il va le faire s'il veut ou pas. Ariane Nouchkine, quand elle a monté Tartuffe, elle l'a monté dans l'Algérie des années 90, qui était soumise à la guerre civile et à la pression islamiste. Donc, et le spectacle est magnifique. Mais c'est le même texte. C'est le même texte, il n'y a pas un mot qui change. Mais voilà, c'est deux options complètement différentes. D'un côté, c'est presque des positionnements, c'est des intuitions, c'est très intime ça pour un metteur en scène. Parce que par ailleurs, moi j'ai monté Shakespeare en très contemporain. Enfin voilà, je crois pas beaucoup au dogme là-dessus, mais je me suis dit sur Tartuffe, moi ce qui m'a donné envie de faire ça, c'est que je me suis dit qu'on ne c'est ça, qu'on comprendrait l'actualité du texte, sinon on le rendait profondément inactuel, si on le replongeait dans la pensée de l'époque, que ça nous renverrait à notre époque, parce qu'on l'aurait plongé dans une époque qui n'est pas la nôtre, c'est étrange. Mais c'est comme ça que je l'ai pensé. Par ailleurs, je pense que parfois il peut y avoir un danger dans l'actualisation des textes, qui est le fait de ne pas comment dire, de vouloir plaquer une pensée contemporaine sur une pensée qui était. Les gens au XVIIe siècle pensaient très différemment de nous. Ils sortaient dans la rue, une fois sur deux, ils avaient un poignard sur eux. Ils croyaient, ils étaient convaincus qu'à leur mort, Dieu allait les juger et qu'ils allaient être damnés ou ils étaient terrorisés par ça tout le temps. Toutes leurs actions étaient obsédées par ça. Euh, on peut retrouver ça un peu aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'on vit globalement dans des sociétés, en tout cas en Occident, différentes. Ce qui meut les sociétés, c'est différent. Donc je trouvais ça étrange de plaquer une réalité contemporaine, en française, occidentale, qui est celle que je connais moi, sur une pensée du XVIIe siècle. Ça me semblait, ça me semblait pas forcément valable pour Tartuffe, beaucoup plus pour Don Juan, bizarrement, parce que je trouve que les problématiques qui sont posées, ça a été le choix d'Émilien Dierdeteuf, le metteur en scène de Don Juan, je trouve que les problématiques qui sont posées, on pourrait croire que Don Juan a été écrit, alors peut-être pas en 2010, mais en 1950, c'est plausible, quoi. Enfin, je veux dire, euh, euh, donc c'est ça qui a présidé au choix, c'est que les œuvres nous commandent aussi commandent à notre intuition, parce que ça, encore une fois, c'est ma réponse, hein. Moi, il y a plein de gens qui pensent différemment. J'ai donné des exemples pour illustrer ça. Par exemple, regardez le spectacle de Stéphane Braunschweig. Tout va être ultra actualisé, ultra contemporain. On va être en jogging, basket, machin. Enfin, c'est pas du tout. Euh, voilà, chacun a sa réponse. Moi, la mienne, c'est que parfois le fait d'être, c'est passionnant de se plonger dans une époque différente et de se plonger dans les logiques d'une époque différente, de ce qui nous semble être une époque différente, parce que d'abord, ça permet de créer une étrangeté, une beauté, et puis ensuite parce que bizarrement, on comprend mieux notre époque en voyant le passé devant nous, parfois. C'est ça c'est aussi faire confiance au spectateur pour moi. C'est en ça que c'est important. Mm. À quelle difficulté, mais bon, ça c'est une question très générale, peut être confronté à un metteur en scène qui souhaite mettre en scène une pièce de Molière déjà représentée à de nombreuses reprises? Si on pense à Don Juan, voilà, si on pense à Tartuffe idem. Ouais, c'est une question passionnante parce que en fait, c'est à la fois une difficulté et c'est génial de se plonger dedans. Nous, on a beaucoup fait ça, c'est-à-dire qu'on a beaucoup étudié au Nouveau Théâtre Populaire les mises en scène qui avaient pu être faites de Tartuffe et Don Juan. Séché, il y en avait beaucoup moins, donc voilà. Euh, et, euh, et moi, je sais que ça m'a beaucoup soulagé de me dire ah, en fait, c'est marrant comment une époque s'exprime à chaque fois à travers une mise en scène ou à travers une interprétation. Euh, et donc, je voyais ce qu'avaient fait les autres. J'ai volé un petit peu, on a tous volé, je pense qu'on vole tous, et c'est très bien. Mais ça nous permettait de voir ce que nous, on a amené de, je sais pas si c'est vraiment nouveau, mais en tout cas oui, si la petite pierre qu'on pouvait amener à l'édifice, quoi. Et en l'occurrence, je pense que pour Tartuffe, ça a été comment dire, je pense que les spectateurs chez nous, ils adorent vraiment le personnage Tartuffe. C'est vraiment, on pourrait croire que c'est pas du tout un méchant.
C'est vraiment ce à quoi on s'est appliqué. On s'est dit, que c'est quelqu'un qui prend le masque de la faiblesse, pour se faire aimer, que ça, c'est une pensée, que je trouve bouleversante parce qu'elle rejoint elle rejoint le comment dire? Les fondements du catholicisme, c'est ça, le catholicisme a fait de la faiblesse une vertu, et de la pitié une vertu. Ça vient vraiment du catholicisme, donc c'est une intuition géniale, mais que pour ça, il fallait qu'on croie à ce masque. Donc on l'a rendu infirme, on l'a rendu, laid, on l'a rendu, impotent, et on se disait: «Il faut que les spectateurs l'adorent», parce que mais l'adorent parce qu'il fait pitié et le trouvent, un peu repoussant, mais drôle et mignon parce qu'il fait pitié. Et donc à partir de là, c'était simplement cet élément-là renverser, pas mal de choses, de rapports dans la pièce. Ça, je pense que c'est ce qu'on a amené et qu'on l'a amené parce qu'on a beaucoup travaillé sur les mises en scène de Planchon, sur les mises en scène de Braunschweig, enfin sur les mises en scène de Nouchkine, on a vraiment vu beaucoup de choses, lu beaucoup de choses, et c'est ce qui nous est venu après avoir pris conscience de l'endroit où on était, du bout de la chaîne où on arrivait. On arrive au bout d'une longue chaîne, qui a 4 siècles, et voilà, et de se rendre compte aussi, enfin, ça soulage de se dire que, bah, oui, on a enfin, dire, on fait ça parce qu'on est les enfants de notre époque aussi. Je pense inconsciemment, ça joue énormément, comme je disais, je vais reparler de Don Juan, mais, on fait un Don Juan où je pense que, même sans le vouloir, on montre pas un type, adorable. On ne dit pas que c'est un héros adorable, Don Juan. Je pense que dans les années il y a pas très longtemps, je pense qu'on en faisait un héros de la liberté, et que c'était, et qu'aujourd'hui on trouve ça critiquable, mais qu'à l'époque, si nous-mêmes on avait eu 20 ans ou 30 ans dans les années 80-70, on aurait fait on a probablement fait pareil parce qu'on est des enfants de notre génération. Enfin voilà, et c'est ça que je trouve intéressant au théâtre, c'est que c'est le même texte, mais un peu comme la Bible, on peut lui faire dire ce qu'on veut, chacun peut entendre à sa manière. Tout est important et chacun peut l'entendre à sa manière. C'est ça que je trouve, passionnant, moi, dans le fait d'étudier les mises en scène qui nous ont précédés et les interprétations qui nous ont précédés. Puis, là, je pense aux enseignants qui ont, justement en charge de transmettre ça aux élèves. Le fait de pouvoir justement procéder à des analyses comparées de mise en scène précédentes, c'est quand même, souvent extrêmement éclairant sur cette question-là. C'est-à-dire, tout d'un coup, on prend une scène et on la compare dans différentes mises en scène et on voit le geste. Vous savez, j'ai une anecdote assez marrante à ce sujet. Moi, j'étais allé voir un spectacle de fin d'année du Conservatoire national il y a 10 ans. Je trouvais que c'était un des plus beaux spectacles c'est un des plus beaux spectacles de Guillaume que j'ai vu de ma vie. C'était Michel Faux qui mettait en scène les élèves du conservatoire et qui leur faisait jouer 14 versions différentes de la même scène de La Mouette de Tchekhov. C'est-à-dire qu'elle l'a joué façon Marguerite Duras, façon Harry Potter, façon Ostermayer, allemand, très, très trash, très concret, façon très déclamée et tout. Et en fait, c'est un exercice aussi qui peut être intéressant, que je vous conseille. Vous prenez la même scène et vous vous dites, je la fais à la façon de. Je la fais comme tel metteur en scène, comme tel mouvement théâtral. Et vous verrez qu'en fait, tout est possible. Et ils se sont vraiment appliqués à trouver une cohérence esthétique et artistique à la même scène. Et je trouvais que c'était passionnant parce que c'est vraiment la force du théâtre, c'est vraiment ça. C'est vraiment de pouvoir, avec les mêmes mots, créer des vérités complètement différentes et des esthétiques complètement différentes et donc un sens complètement différent. Sur, Cyrano Éducation, il y a un certain nombre de captations, de spectacles, de mise en scène de Molière qui sont proposés, Don Juan, il y a la version de David Bobet, il y a le fameux téléfilm de Marcel Bluval avec, Piccoli et Brasseur. Vous avez l'Avare dans 2 mises en scène, l'École des femmes dans 3 mises en scène, et cetera. Sur le site de l'Opération Molière, parce qu'on avait organisé justement des formations, autour des différentes mises en scène de Don Juan, donc vous pouvez retrouver ça aussi, sur notre site. Sur une question d'une enseignante aussi qui travaille sur comédie et spectacle pour le bac français dans le Malade imaginaire. Comment voyez-vous le Malade imaginaire? Actualiseriez-vous jusqu'où? Dans le Malade imaginaire, quel choix auriez-vous fait en termes de comique et l'aspect engagé de la pièce en ce qui concerne la satire des médecins? Je connais pas très bien la pièce, mais je crois que si je la montrais, moi, sans la connaître, hein, franchement, c'est là où la réponse est biaisée, mais je crois
ne ferai pas un truc très, très marrant, donc je ne sais pas si ce serait très bien, parce que j'en parlerai vraiment de, mais voilà, c'est une question très personnelle. Je parlerai vraiment je me demanderais si, au fond, je raconterais pas l'histoire de quelqu'un qui va vraiment mourir. Comment dire, il y a aussi l'intime qui entre en jeu quand on va mettre en scène quelque chose. Il y a pas que, on n'est pas que des êtres politiques ou discursifs, justement, on a une histoire. Je pense que je voudrais, je me demande si le malade serait si imaginaire que ça. Euh, euh, parce que c'est la question que je me poserais. Pour justement en faire un héros qu'on adore. Parce que ce que je trouve passionnant avec Molière, c'est le rapport qu'on entretient avec ces héros négatifs. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont bornés, paranoïaques, butés, mais je trouve que notre boulot, nous, c'est de les faire aimer. Voilà. Louis Jouvet, il a une phrase magnifique pour parler du métier d'acteur. Il dit le métier d'acteur apprend à aimer. Parce qu'il dit il faut jamais dénoncer son personnage, il faut toujours l'aimer. Donc ça, le metteur en scène aussi, c'est ça. On trouve des raisons et des motivations à tout le monde pour qu'on les aime. Les spectateurs les aiment et se mettent à leur place. L'exemple que je prends souvent, il est extrême, c'est le film La Chute, où on voit Hitler, et on voit Hitler dans son humanité. Moi, je peux vous dire que dans le petit-fils de déporté, ça m'a troublé, parce que je trouvais qu'il y avait une humanité dans ce personnage. Je trouve que c'est le cœur de notre travail. C'est de faire aimer ces personnages-là et de pas indiquer aux spectateurs ce qu'ils doivent penser. Voilà. Donc, c'est pour ça, pardon, je fais un détour, mais c'est pour ça que je le ferai comme ça, le malade imaginaire, mais vraiment, c'est sans avoir relu la pièce depuis très longtemps. Ça m'évoque une phrase d'Ariane Mnouchkine qu'elle dit dans un film qu'on vient de faire, un film documentaire qui s'appelle L'école en acte, où elle dit voilà, le théâtre apprend l'autre. Voilà, c'est la Mm. première partie du théâtre, c'est d'apprendre l'autre. Ben, je vous remercie. Merci beaucoup, merci à vous, c'était passionnant.